Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe de spécialité. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème conclusif concernant les relations qu'entretient la France avec son patrimoine. Il s'agira de présenter l'évolution des actions majeures de valorisation, mais aussi de protection des différents acteurs français. En 2019, le président Emmanuel Macron a chargé Stéphane Bern d'organiser la mission patrimoine. Son but est de recenser le patrimoine en péril avec l'aide de la Fondation du patrimoine. C'est une organisation privée créée en 1996 qui a pour but de sauvegarder et valoriser le patrimoine de proximité en péril. Principalement le patrimoine rural, religieux et industriel. Mais ce goût pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine ne date pas d'aujourd'hui. En effet, en France, l'intérêt porté pour le patrimoine prend de l'ampleur au moment de la Révolution française. De nombreux monuments sont menacés par les révolutionnaires. Ainsi, en 1792, l'Assemblée autorise la destruction des symboles monarchiques. A l'inverse, le Louvre, ancienne demeure des rois, devient un musée en 1793. C'est au XIXe siècle que la patrimonialisation prend de l'ampleur. La patrimonialisation, c'est le processus par lequel un bien matériel ou immatériel, naturel ou culturel est digne d'être conservé, restauré et protégé. Ce processus s'accélère lorsque l'historien et sénateur Prosper Mérimée fait établir en 1842 la première liste des monuments historiques sous l'autorité du roi Louis-Philippe, qui lui aussi s'intéresse au patrimoine, notamment en faisant restaurer Versailles. Du XIXe siècle au XXe siècle, la République française fait succéder plusieurs lois sur la protection du patrimoine. Immobilier et mobilier en 1913, loi sur le patrimoine naturel en 1930 et en 1960, et enfin une loi de décentralisation du patrimoine vers les collectivités territoriales en 2003. On peut alors se demander en quoi le patrimoine représente-t-il de multiples enjeux pour la France. Allez, c'est parti! Jalon 1. La gestion du patrimoine français, l'évolution d'une politique publique. C'est lors de la Révolution française que les députés de l'Assemblée constituante ont saisi les enjeux de la protection du patrimoine. C'est en 1789 que l'Assemblée constituante décide de mettre les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, auxquels s'ajoutent ensuite les biens de la couronne. Une commission des monuments est créée en octobre 1790 en charge de réaliser un inventaire des édifices et objets acquis. L'Assemblée légifère pour limiter le vandalisme qui touche les monuments publics. Mais la politique apparaît réellement en France avec la création en 1830 de l'Inspection générale des monuments historiques par François Guizot, qui établit en 1840 la première liste des monuments historiques et a pour mission d'en assurer la conservation. La Troisième République décide de réorganiser les musées en 1882 et d'accroître les dépôts dans les archives en 1887. Au cours du XXe siècle, la politique du patrimoine s'élargit et évolue. Les édifices cultuels passent sous la juridiction de l'État avec la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Le statut des monuments historiques est précisé avec la loi de 1913. Des lois élargissent la liste des éléments pouvant intégrer le patrimoine public. Édifices et objets issus de fouilles archéologiques avec la loi 1941, patrimoine naturel avec la création du premier parc national en 1963, par exemple celui de la Vanoise en Savoie, mais aussi les exemples urbains historiques avec la loi Malraux de 1962, ayant pour volonté de conserver leur caractère et leur unité architecturale, le plus souvent au centre des villes, marquant ainsi une étape essentielle dans la protection du patrimoine. Aujourd'hui, la politique du patrimoine a pour objectif de conserver, entretenir, restaurer, gérer et transmettre ces biens. Elle se charge aussi de les valoriser par l'ouverture au public et l'animation, afin de répondre à des enjeux culturels, économiques, touristiques, pédagogiques et sociaux. L'État, par le biais du ministère de la Culture, est le principal acteur de la gestion du patrimoine en France. Il s'appuie sur un réseau d'opérateurs, Centre des monuments nationaux, qui possèdent des prérogatives de plus en plus importantes. Au niveau local, le ministère compte sur les directions régionales des affaires culturelles, la DRAC, qui ont pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Depuis la loi du 13 août 2004, certaines collectivités territoriales sont devenues propriétés de monuments historiques et, à ce titre, doivent en assurer la gestion. L'entretien et la restauration du patrimoine national induisent des coûts colossaux qui ne cessent d'augmenter. L'État et les collectivités territoriales ne sont plus en mesure d'assurer seules les dépenses. Des dispositions fiscales, par exemple des réductions d'impôts, ont donc été mises en place pour encourager les entreprises et les particuliers à soutenir des projets culturels. La Fondation du patrimoine organise des opérations de financement participatif avec des appels aux dons, mais a aussi recours au mécénat d'entreprises pour sauvegarder et valoriser le patrimoine français de proximité. Elle a récolté les fonds générés par le Loto du patrimoine organisé en septembre 2018. Jalon 2. La patrimonialisation entre héritage culturel et reconversion, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a dès le XVIIIe siècle fondé ses activités économiques sur l'exploitation de la houille, c'est-à-dire du charbon, présente dans son sous-sol. Cette houille a permis à la région d'entamer son industrialisation. Au fil du XIXe siècle, les usines textiles et métallurgiques se sont développées à proximité des mines. Celles-ci avaient besoin de la houille pour faire tourner les machines. Ces usines ont durablement marqué la région. Des sites industriels sont dédiés au prélèvement et à la transformation du charbon et ont contribué à la modification de la nature, comme en témoignent les terrils ou autres mares de décantation. Ce bassin minier a aussi vu naître une architecture spécifique concernant l'habitat ouvrier avec les corons. Mais au début de la décennie 1970, la crise économique et la concurrence internationale ont provoqué la fermeture progressive des fosses d'extraction minière, les dernières cessant de fonctionner en 1990. Les pouvoirs publics ont d'abord voulu faire disparaître les traces de ce passé perçu comme indésirable, car les sites, particulièrement pollués, se sont dégradés très rapidement et ne présentaient aucun intérêt économique. L'État et les collectivités territoriales ont finalement financé la reconversion des friches charbonnières à travers de grands projets d'intérêt régional. Les projets de reconversion sont multiples. Transformation d'une ancienne fosse à Loward en musée, la reconversion d'un ancien terril en piste de ski synthétique sur le complexe Loisy-Nord de Neux-les-Mines ou encore d'un lac artificiel lié aux activités minières reconverti en base nautique. Plus récemment, en 2012, Lens s'est vu attribuer la construction d'une antenne du Louvre. Rappelons qu'il n'en existe que 3 au monde, Paris, Lens et Abu Dhabi. Ici, l'objectif des acteurs publics, comme l'État ou la région, est de revitaliser le bassin minier qui a connu et connaît encore de nombreuses difficultés socio-économiques. Enfin, depuis 2010, notons que le bassin minier est inscrit et reconnu comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jalon 3. Le patrimoine, facteur de rayonnement culturel de la France dans le monde et d'objet d'action diplomatique. Un exemple du patrimoine immatériel, le repas gastronomique des Français. En 2005, la France élabore et fait adopter la Convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention illustre l'importance que la France consacre à sa politique de diplomatie culturelle. Le rayonnement culturel de la France lui permet de diffuser son soft power à l'international. Pour rappel, le soft power est la capacité d'une unité politique à influencer une autre unité dans les domaines culturels ou économiques ou bien juridiques. D'une part, ce soft power permet d'effectuer des exportations de biens culinaires à l'international. Les produits agricoles et alimentaires représentent en moyenne 12% du total des exportations françaises de marchandises. Ce sont surtout des produits haut de gamme, vins, spiritueux, produits laitiers, par exemple les fromages. Il s'agit d'un des rares secteurs commerciaux présentant une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire que les exportations sont supérieures aux importations, contribuant à nourrir la puissance économique de la France. D'autre part, la France dispose tout d'abord d'un patrimoine culturel exceptionnel, vecteur de promotion de la France. Avec quasiment 90 millions de visiteurs en 2018, elle est le pays le plus visité du monde. Cela est en grande partie dû à son patrimoine historique, architectural et naturel exceptionnel. Celui-ci est utilisé par les dirigeants français pour garantir au pays un rayonnement culturel planétaire. Il sert aussi au président français à accueillir de manière somptueuse les chefs d'État étrangers. Par exemple, Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine en 2017 à Versailles ou Narendra Modi, Premier ministre indien, au domaine de Chantilly en 2019. Ces lieux sont choisis car ils représentent une idée du chic à la française à l'international. Mais la France excelle aussi dans le domaine de la gastrodiplomatie.
C'est une stratégie d'un État qui utilise ses traditions culinaires comme vecteur de puissance. La gastronomie permet d'attirer les diplomates et autres gouvernants qui peuvent être utiles lors de négociations. Le repas permet de créer des amitiés. Le vin peut permettre de délier la parole et tout cela permet d'obtenir des informations plus ou moins confidentielles, voire des alliances ou autres types d'aides. Ainsi, la diplomatie se déploie lors de grands repas. Talleyrand, par exemple, ministre des Relations extérieures de Louis XVIII, avait compris en son temps à quel point le repas gastronomique était indispensable pour développer les relations extérieures, notamment dans le cadre du Congrès de Vienne en 1815, qui allait décider du sort de la France napoléonienne et de l'Europe. Plus généralement, la gastronomie française est renommée dans le monde entier. Elle s'inscrit dans le patrimoine culturel immatériel. En effet, en 2003, lors d'une conférence de l'UNESCO, est adoptée la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en 2010, le repas gastronomique des Français est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit avec la cuisine mexicaine de la première tradition culinaire inscrite au patrimoine culturel immatériel. Ce classement est la reconnaissance de l'importance historique et sociale de la cuisine française. De grands chefs renommés ont ouvert des restaurants à travers le monde, comme Alain Ducasse, avec 23 restaurants dans le monde et 18 étoiles au Michelin, ou encore Anne-Sophie Pic, avec 9 étoiles au Michelin, qui est la seule femme la plus étoilée au monde. Ils partagent leur savoir culinaire à travers le monde et participent au rayonnement de la France à l'international. Pour conclure, d'une part, la valorisation du patrimoine français, qui, on l'a compris, est très riche et diversifié, favorise la protection de ce dernier avec la prise de conscience par l'opinion publique de posséder un patrimoine commun, qui permet aussi des revenus alimentant les politiques de sauvegarde. Mais la valorisation perturbe également la protection du patrimoine causée par la surfréquentation des lieux et les risques de folklorisation, qui grossit les traits d'une culture pour la rendre attractive. D'autre part, la protection favorise la valorisation avec la recherche de l'authentique que les politiques publiques de restauration et de préservation permettent de proposer, mais peut aussi la freiner ou imposer son renouvellement. Enfin, le patrimoine peut être source de puissance car il permet de faire rayonner l'État qui en dispose. Il permet à la fois d'inviter les chefs d'État dans des cadres somptueux, mais aussi de diffuser la culture du pays au-delà de ses frontières, et par conséquent influencer d'autres États ou populations sur cette culture. C'est le cas de la gastronomie française par exemple. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo consacrée aux relations que la France entretient avec son patrimoine, entre valorisation et protection. J'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout afficher les vidéos. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.